On va passer au topo suivant et on va laisser la parole au professeur David Boutoil, donc infectiologue au CHU de Nantes, qui va nous parler du Clostridioides difficile et de l'actualisation des recommandations de l'ECMID. Merci Willy, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, il y a eu une actualisation en 2021, parce qu'il restait un certain nombre de flous sur les recommandations antérieures, notamment sur des positionnements de la vancomycine. Il y avait des nouvelles molécules qui étaient à peine arrivées à cette époque-là, dont le bezlotoxumab, les anticorps monoclonaux. Donc ça met un petit peu ça remet un petit peu tout ça en place. Au niveau des définitions, ça n'a pas changé. Une infection à Clostridium difficile, c'est toujours l'association d'une diarrhée, donc type Bristol 5 ou 7, c'est-à-dire des selles non formées, au moins 3 par jour ou plus que la normale pour un individu donné, ou bien la présence d'une colite pseudomembraneuse à la rectosigmoïdoscopie. Plus, on va revenir un petit peu sur le diagnostic microbiologique, avec notamment la présence de toxines. Alors, en l'absence d'autres causes raisonnables de diarrhée, c'est vrai que souvent on est confronté à ça avec, je pense aux patients d'hémato qui ont de multiples raisons d'avoir de la diarrhée. Et parfois, le diagnostic n'est pas toujours très évident entre la GVH, les chimios, le CMV, etc. Donc, et notamment le point que la PCR, qui est une technique ultra sensible, a tendance à surestimer l'incidence. Ça a été montré à de multiples reprises. Le diagnostic repose sur des tests de dépistage qui sont des tests très sensibles, type soit PCR à la recherche des gènes de production des toxines ou GDH, comme c'est souvent le cas, et détection des toxines par technique immunoenzymatique, et un test de confirmation. Donc ça peut être la détection des toxines en plus de la méthode moléculaire ou culture toxigénique en plus de GDH et détection des toxines. Donc ça, c'est juste pour... c'est toujours l'association d'une technique très sensible, mais avec des faux positifs, avec une technique plus spécifique, en fait. La question, c'est, quand il n'y en a qu'un des deux, il faut aussi s'aider du contexte, éventuellement de la rectosigmoïdo. Alors, sur les formes sévères, avant, c'était pas très clair, je trouve. Il y avait un peu de tout dans les formes sévères. C'est un petit peu plus bordé maintenant. Une forme sévère, c'est au moins un des facteurs suivants. C'est quelqu'un qui a une température supérieure à 38,5 ou une hyperleucocytose supérieure à 15 000 et ou une élévation de la créate d'au moins 50% par rapport à baseline, plus ou moins des critères d'imagerie que sont la distension colique, l'épaississement de la paroi colique, diminution de prise de contraste de la paroi ou l'infiltration de la graisse péricolique. Et puis, à côté de ces formes sévères, il y a les formes compliquées qu'on appelait fulminantes, où là, en gros, c'est le malade de réa et si on peut, de chirurgie en urgence. C'est des malades qui sont en choc, hypotension, choc septique, lactate supérieur à 5 mmol par litre, avec l'imagerie soit un mégacolon toxique, soit une perforation intestinale. Donc on est dans la forme gravissime de l'infection à Clostridioides difficile. La réponse au traitement, c'est important parce qu'on le voit encore souvent, des traitements qui traînent un peu, là, avec des réponses, soit pas de réponse, soit... c'est pas parce que vous mettez en route un traitement qu'il faut attendre la fin du traitement avant de juger de son efficacité. L'amélioration, elle doit survenir dans les 3 à 5 jours. 5 jours si c'est du métronidazole, on sait que c'est long. 3 jours si c'est avec la fidaxomycine ou la vancomycine. Par contre, le retour à un transit totalement normal, ça peut prendre plusieurs semaines. Ça, c'est important à noter. Et puis, la récidive. Alors, cette notion de récidive, elle est surtout importante pour poser une indication de transplantation de matière fécale. Une récidive, c'est quand il y a eu résolution de l'épisode initial, la récidive des symptômes dans les 8 semaines, jusqu'à 12 semaines pour certains auteurs, mais habituellement, l'acceptation, c'est 8 semaines, la définition acceptée. Bien sûr, il y a les mesures thérapeutiques systématiques à appliquer en cas d'ICD. L'arrêt des antibiotiques inutiles. Enfin, j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais malgré tout, souvent, on a des antibiothérapies qui sont
poursuivis dont l'indication n'est pas forcément hyper claire. Simplement, on l'a mise, donc on veut poursuivre sur la durée, alors que l'indication était soit pas évidente au départ, soit clairement le patient, c'est plus son problème, hein, l'infection initiale. Bon, la rééquilibration hydroélectrolytique, évidemment. L'arrêt des antidiarrhéiques, hein, et puis notamment du lopéramide, qui peut conduire à des problèmes de mégacolons toxiques et de perforation. Et puis les IPP. Les IPP, c'est surtout pour les récidives, je dirais, les IPP, parce que ça ressort quand même régulièrement dans les méta-analyses comme facteur de risque des récidives d'infection à Clostridioides. Donc il faut y penser. Hein. Quasiment tout le monde a des IPP, et je pense que l'indication n'est pas toujours si évidente que ça, notamment chez les personnes âgées. Alors, un cas particulier, avant d'aborder des thérapeutiques plus spécifiques, c'est le cas d'un épisode non sévère qui survient sous antibiotiques et dont l'indication, survenant sous antibiotiques, dont l'indication ne paraît pas indispensable. En l'absence de situation épidémique ou de clone hypervirulent, on peut tenter l'antibiothérapie sans autre traitement et voir s'il y a une amélioration dans les 48 heures. J'ai un patient en hémato, là, il y a quelques jours. Alors bon, je n'ai pas encore le recul, mais le patient s'améliorait spontanément alors qu'il y avait eu de la diarrhée et une toxine positive. Et puis, comme il s'améliorait, il était arrivé à 2 selles par jour. On a pris le parti de ne pas le traiter. Et on s'est dit, on se donne 48 heures, et puis on voit... voilà, bon, ça... C'est un pari, hein, ça se trouve, depuis il a été mis sous traitement, mais ça se tente. Alors, les traitements de l'épisode initial, le tableau est touffu, donc je vais le détailler. Hein. Clairement, la première intention, maintenant, c'est de la fidaxomicine à 200 mg 2 fois par jour. Hein. Ça n'existe que par voie orale, 200 x 2 péros pendant 10 jours. Traitement de première intention, il n'y a plus de questions. Enfin, voilà, la place est incontestée. Et cette place, elle est incontestée parce que le problème pour les ICD, c'est clairement les récidives. Hein, les récidives qui vont être liées à l'altération persistante de la flore digestive, notamment. Et cette altération de la flore digestive, on sait qu'elle est aggravée par le métronidazole ou la vanco. Hein, l'antibiotique qui respecte le plus le microbiote intestinal, c'est la fidaxomicine. Donc ça, c'est un premier argument. On verra la place du bezlotoxumab, qui est un anticorps monoclonal, parce qu'on sait que les malades qui guérissent sont ceux qui sont capables de synthétiser des anticorps antitoxines, alors que ceux qui vont ne pas guérir ou récidiver, justement, n'ont pas cette réponse anticorps. Et puis, enfin, c'est une bactérie sporulée, bien sûr, Clostridioides difficile, et le seul antibiotique à éradiquer les spores, c'est la fidaxomicine. Donc ça fait 3 arguments, doublés des arguments cliniques qu'on connaît depuis les études de phase 3, hein, qui commencent à dater maintenant, où quand on compare, les études ont comparé fidaxomicine versus vanco. En termes de guérison clinique, c'est pareil. Hein. Vanco et fidaxo, c'est la même chose. La différence, elle se fait au niveau des récidives, hein, où clairement, avec la fidaxomicine, il y a significativement moins de récidives qu'avec la vanco. Voilà. Donc, l'efficacité sur l'épisode en cours est le même. C'est la récidive qui est moindre avec la fidaxomicine. Grosso modo, 2 fois moins de récidives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, bien sûr. Hein. Et c'est lié en fait en partie à aussi cet impact sur le microbiote. Vous voyez, par rapport à un microbiote initial, l'impact de la vancomycine, on voit qu'au bout de 14 jours même, eh bien, il y a une nette différence, ou même J10, vous avez une nette différence dans la constitution du microbiote, alors qu'avec la fidaxomicine, globalement, c'est pas strictement identique, mais on garde quand même une représentation des différents genres dans le microbiote. Alors, si on n'a pas de fidaxomicine, la deuxième intention, ça devient un petit peu compliqué. On va déterminer s'il y a des facteurs de risque de récidive ou pas. Alors, les facteurs de risque de récidive, ils sont là. Globalement, c'est quand même assez facile d'en avoir au moins, hein, puisque déjà l'âge est un facteur de risque de récidive, hein, l'âge supérieur à 65 ans. La survenue de l'ICD en institution, l'hospitalisation dans les 3 derniers mois, l'antibiothérapie concomitante ne pouvant être interrompue,
les IPP débutés durant l'épisode actuel et ne pouvant être interrompus, ou un épisode antérieur d'ICD. Pardon. Ce qu'on peut retenir, c'est au moins l'âge, le fait qu'il y ait eu un épisode antérieur. On sait que c'est des puissants facteurs de récidive. Alors, soit il n'y en a pas, et ce qui est recommandé, c'est la vancomycine, toujours par voie orale, 125 mg x 4 par jour, pendant 10 jours. Je vous rappelle que la vanco orale n'existe pas en France, donc on prend la vanco destinée à l'injectable et on fait boire les ampoules aux patients. Et s'il y a des facteurs de risque de récidive, on privilégie la fidaxomycine, en discutant éventuellement le protocole d'administration étendu. Je vais vous dire ce que c'est. Et si ce n'est pas disponible, on fait de la vanco et on discute l'ajout du bezlotoxumab, dont je vais vous parler tout de suite après, qui est un anticorps monoclonal. On pourra reparler des prix après. Enfin, où je vous en parlais rapidement. Alors, c'est quoi le protocole d'administration étendue? C'est cette étude Extend qui avait utilisé fidaxomycine versus vanco. Alors, vanco, posologie standard, durée standard, 10 jours. Fidaxomycine, 5 jours à dose standard, c'est-à-dire matin et soir. Puis, passage à une prise de fidaxomycine 1 jour sur 2. Ce qui nous amenait à une durée étendue à 25 jours, d'où le nom du protocole. Et ça avait montré un taux de récidive qui était extrêmement bas. Alors c'est le taux de récidive le plus bas qu'on ait jamais connu dans une étude avec Clostridioides difficile. Le problème, c'est que ça n'a pas été comparé à la fidaxo en administration standard sur 10 jours. Donc, on ne peut pas avoir une recommandation formelle, d'où le discuter, voilà. Mais c'est vrai que le taux de récidive était extrêmement faible, alors que le taux de récidive avec la vanco tournait autour des 20%, ce qui est un taux standard dans toutes les études. Donc voilà, c'est le rationnel pour cette étude externe. Et je vous ai parlé de la place de l'immunothérapie si on ne peut pas utiliser la fidaxomycine, avec l'utilisation d'anticorps antitoxine B. Antitoxine B, alors que Clostridioides difficile sécrète des toxines de type A et B. Pourquoi? Parce que dans les essais de phase 3, le fait d'utiliser uniquement la toxine, l'anticorps anti-B en vert, montrait les mêmes résultats que si on utilisait la toxine anti-B plus, l'anticorps anti-B plus l'anticorps anti-A. Donc, d'où l'utilisation uniquement des anticorps anti-B. Vu le prix des anticorps monoclonaux, c'est pas plus mal. Donc, bezlotoxumab, l'anticorps antitoxine B, qui est utilisé en cas de présence de facteurs de risque de récidive si on ne peut pas utiliser la fidaxomycine. Donc, le bezlotoxumab, c'est le Zimplava. C'est une perf unique de 60 minutes de 10 mg kg pendant le traitement de l'épisode d'ICD. Quand on regarde la RCP, il y a une précaution de l'emploi sur les patients qui sont insuffisants cardiaques. Il y a eu un certain nombre de décompensations cardiaques sous traitement. Donc c'est une vigilance à avoir. Et le prix, vous l'avez, c'est 2 650 €. Pour mémoire, la fidaxomycine, c'est 1 200 € le traitement. La cure totale de 10 jours. Donc c'est des prix assez conséquents. Alors si on revient à l'épisode initial, donc fidaxo, première intention. Deuxième intention, vanco, en discutant l'ajout du bezlotoxumab, 6 facteurs de risque. Et uniquement en troisième intention, c'est le métronidazole, uniquement si ni la fidaxomycine ni la vanco ne sont disponibles. Pour rappel, le métronidazole présente 2 inconvénients. Celui d'être très bien absorbé, ce qui fait qu'entre ce qui est pris et ce qui arrive dans le côlon, il ne reste que 10% du produit. Il y a son problème d'impact sur le microbiote. Et puis clairement, le taux de récidive avec le métronidazole est nettement plus important qu'avec la vanco déjà. En cas d'ICD sévère et sévère compliqué, si on peut utiliser dans les formes sévères, donc les formes sévères, c'est des critères essentiellement, il y a la fièvre ou les 15 000 blancs, ou l'élévation de la créate. Donc c'est fidaxo ou vanco. Pourquoi? Parce qu'il y avait peu de formes sévères dans les essais de phase 3. C'est pour ça que vous avez les deux en alternative. Bon, à titre personnel, moi je préfère la fidaxo pour le problème des récidives.
Et si c'est une forme sévère compliquée, alors soit on peut utiliser le tube digestif, et c'est toujours le même Fidaxo ou Vanco, mais dans ce cas-là, on va envisager en plus l'ajout de tigecycline. Alors, a fortiori, si on ne peut pas utiliser la voie orale, tigecycline, 100 mg en dose de charge, puis 50 mg x 2, et puis demander un avis chirurgical systématique, et notamment envisager la réalisation d'une iléostomie sur baguette, qui est un geste chirurgical dont je vais reparler après, qui est assez simple à réaliser, y compris chez un malade neutropénique. C'est important à dire, vu la mortalité de la colectomie quand on est obligé de la faire en urgence. Alors la TIG, sa place, elle vient de cette étude rétrospective hongroise. Alors, bon, avec tous les problèmes que ça suppose, c'est pas du prospectif, c'est pas du comparatif. Mais en rétrospective, donc ils avaient analysé TIG versus Vanco plus métronidazole IV chez des patients qui étaient sévères. Il y avait 26% de réa, des lactates supérieurs à 5 dans presque la moitié, 10 péritonites, etc. Le plus souvent en sauvetage. Et ils avaient trouvé un taux de guérison plus élevé avec la tigecycline, avec toutes les réserves qu'on peut amener à ce type d'études, et moins de problèmes de sepsis avec la TIG. Par contre, vous voyez, la mortalité et les rechutes, c'était la même chose. Donc, pour ce qui est du timing de la chirurgie, il faut savoir motiver son chirurgien assez vite. Les indications, c'est un malade qui se détériore malgré une antibiothérapie maximale, un mégacolon toxique, bon, péritonite évidemment, ou l'iléus sévère évidemment, mais cette détérioration malgré l'antibiothérapie maximale, elle est importante parce qu'il y a des malades qu'on ne contrôle pas et on sent qu'on va à la catastrophe. Donc il faut le faire le plus tôt possible et avant que le lactate soit supérieur à 5 millimoles par litre. Et dans ce cas-là, il y a cette fameuse iléostomie sur baguette. C'est un geste assez simple à faire, avec une morbidité qui est très faible, qui peut se faire y compris chez un malade qui est neutropénique, et qui va permettre du coup de mettre le côlon au repos, premier avantage, et deuxième avantage, d'instiller de la Vanco directement dans le côlon. Et donc on a les deux avantages, avec dans cette étude une mortalité qui était significativement diminuée par rapport à la colectomie en urgence. Alors là, c'était 50% de mortalité dans l'étude versus 19%, mais on sait que ça va jusqu'à 70% de mortalité. La colectomie réalisée dans ces conditions-là, c'est une catastrophe. Quand la voie orale n'est pas possible, on peut voir si on peut administrer la Vanco ou la Fidaxo sur sonde nasogastrique. On peut également réaliser des lavements rectaux à la Vanco. Donc, en général, on fait des doses de 500 mg dans des contenus de 100 ml et on fait ça 4 fois par jour. On peut discuter le métronidazole IV et la TIG IV. Donc ça, c'est quand le côlon est à l'arrêt. Le tube digestif est à l'arrêt, pardon. Alors, si on a une forme réfractaire, on s'assure de l'absence de diagnostic alternatif. Parce que c'est notamment un patient d'hémato, ce n'est pas toujours évident. Si on a une détérioration des signes de sévérité, on essaie un changement de molécule. Ça ne sert à rien de s'acharner avec la Fidaxo si ça ne marche pas. On changera pour la Vanco ou vice-versa. On réévalue à 72 heures, sachant que les échecs sont rares, donc il faut évaluer s'il n'y a pas d'autres raisons à l'échec. Mais ça peut arriver. Voilà. Et si aggravation, on discute la chirurgie, et notamment cette fameuse iléostomie sur baguette. Et puis parfois, on est amené à faire des transplantations de matière fécale de sauvetage, si on ne peut pas faire de chirurgie, et notamment si c'est disponible dans le centre où vous êtes, et s'il y a une équipe expérimentée pour le faire. Si le malade récidive, c'est-à-dire un épisode ultérieur jusqu'à 8 semaines de l'épisode initial. Si le traitement initial était Vanco ou métronidazole, c'est Fidaxo. Si le traitement initial était Fidaxo, on peut faire Fidaxo ou vancomycine, et là, il y a la discussion du bezlotoxumab en plus, si possible. À Nantes, nous, on fait Vanco, bezlotoxumab, pour diverses raisons, souvent parce que la Fidaxo, c'est notre traitement de première intention. Et puis,
Une fois qu'on en est au stade de l'anticorps monoclonal, on se dit que on va mettre de la Vanco. Si Fidaxo et Bezlotoxumab non disponibles, Vanco posologie dégressive. 125 x 4, dose habituelle, puis 125 x 2 pendant une semaine, puis 125 par jour, et comme ça jusqu'à arrêt progressif. En cas de deuxième récidive, c'est la place de la transplantation de matière fécale après un retraitement standard de Fidaxo ou de Vanco. En l'absence de disponibilité de la TMF, c'est traitement standard plus Bezlotoxumab à tenter si on ne l'a pas tenté déjà au préalable. Les indications de la transplantation fécale, c'est pas en première ligne, bien sûr, c'est deuxième récidive, troisième épisode, avec au moins un délai de moins de 8 semaines entre deux épisodes. Il faut vraiment que ça soit des récidives, malgré un traitement préalable par Vanco ou Fidaxo bien conduit. Il n'y a pas de contre-indication dans l'absolu à la TMF. Il faut juste savoir que c'est pas accessible dans tous les centres. Ça pose des problèmes un peu logistiques, même si maintenant on a des stocks de selles. En fait, avec des donneurs, on congèle les selles pendant au moins 6 mois. Et on sait que la congélation les selles congelées font aussi bien que des selles fraîches. Donc on a moins de problèmes de logistique du donneur maintenant. Mais ce n'est pas si simple que ça. Actuellement, nous, on n'a plus de selles en banque là, à Nantes. Il faut qu'on reconstitue le stock. Alors les alternatives commencent à exister. Il y a des biotech qui fabriquent qui font de la transplantation de matière fécale en crapsules, ces espèces de capsules renforcées. En général, il faut se manger une bonne trentaine de capsules par jour. Mais ça fait aussi bien. Alors il faut être au courant du prix. Pour l'instant, c'est du traitement d'exception. Je vous ai montré tout à l'heure Bezlotoxumab 2600 €. Un traitement comme ça, c'est de l'ordre de 12 000 €. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas le choix, ça va probablement se démocratiser. Puis c'est probablement l'avenir de la transplantation fécale. Donc en résumé, le métronidazole n'est plus recommandé. La Fidaxo, le traitement de première intention du premier épisode et de la première récidive. La place du Bezlotoxumab a été précisée. C'est un nouveau traitement. Donc c'est première récurrence en plus du traitement standard si la Fidaxo a été utilisée pour l'épisode initial, ou en association à la Vanco en cas de haut risque de récidive quand la Fidaxo n'est pas disponible, ou bien en cas de deuxième récidive en plus du traitement standard quand on n'a pas accès à la transplantation de matière fécale. Donc les places assez précisées pour le Bezlotoxumab. Puis en deuxième récidive, c'est transplantation de matière fécale ou Bezlotoxumab plus le standard de traitement. Donc voilà sur les nouveautés par rapport à cette actualisation. Je vous remercie. Merci beaucoup David. Pour la ville, vous avez du coup le même raisonnement et la fidaxomycine arrive en première intention Alors c'est le problème de la disponibilité. Alors la Fidaxo, elle est rétrocédable. Par contre, c'est de la prescription hospitalière toujours. Donc en fait, alors si les gens ne sont pas hospitaliers, il faut prendre contact avec un médecin hospitalier, se faire prescrire la Fidaxo. C'est le même problème pour la Vanco. Oui, cela dit, quand on voit la place du métronidazole, le problème de toute façon se pose, que ce soit la Vanco ou la Fidaxo. Ouais, ce d'autant que les malades de ville sont souvent des malades... En général, quand vous traitez les ICD en ville, c'est qu'ils ne sont pas très frais, les patients. Donc, souvent l'EHPAD. Voilà. Donc, ils sont à haut risque de récidive. Et eux, ils payent très cher en termes d'aggravation de leur état physiologique, en plus du risque de récidive. Donc il faut se faire prescrire le traitement par un hospitalier et puis faire en sorte que quelqu'un de l'entourage ou un prestataire, quelqu'un puisse venir chercher le médicament à la pharmacie hospitalière. Sur le chat, nos collègues de l'Omédite Normandie qui s'interrogent sur un positionnement éventuel et la possibilité de faire prescrire par le médecin traitant la Fidaxo, parce qu'effectivement, Vanco et Fidaxo, c'est des traitements qui sont
disponible qu'en pharmacie hospitalière. Donc c'est quand même pas simple, les propositions thérapeutiques en ville. On peut difficilement faire des recommandations et puis pas faire en sorte que ça ne soit pas disponible en ville. Mais il va falloir, falloir faire bouger les lignes pour que ça soit possible. Ce d'autant que la Fidaxo va tomber dans le domaine public, un de ces quatre. Donc, on retient qu'il faut qu'on fasse notre possible pour plus prescrire de métronidazole, en tout cas en ville. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a un traitement particulier pour les formes hypervirulentes avec produisant la toxine binaire ou le taux de... 0,27. C'est celui-là c'est le clone 0,27 qui produit la toxine binaire en général, qui est hyper virulent effectivement. Ce qui avait été montré, c'est les Lillois qui ont il y a peu de 0,27 en France, à part dans le nord de la France. Ce qu'ils avaient montré, c'est que c'est là où il fallait vraiment que le positionnement de la Fidaxo soit en première intention. Et puis la question, c'est pourquoi nous on fait beaucoup d'extend en fait. Parce que les malades qu'on traite, c'est beaucoup de malades, des hématos, des greffés, des gens qui ont des cancers, etc. Donc d'emblée, on sait qu'ils sont à haut risque. On le fait, je parle sous contrôle de mes collègues, mais on le fait assez souvent en première intention dès qu'on a des facteurs de récidive ou des patients qui sont encore sous antibiothérapie, etc. Il faut que tout le monde comprenne. Parce que le protocole, il est un peu compliqué, donc voilà. Il faut qu'on soit sûr que ça soit appliqué. Il faut que les gens aient bien compris. Nos collègues de greffeurs, tout ça, ils ont l'habitude. Maintenant, ils font quasiment que de l'extend. On a une autre question sur le chat. La Fidaxo n'étant plus pris en charge sur la liste en sus dans les établissements MCO, est-ce que cela modifie les pratiques dans nos établissements au vu du coût ? Alors, j'ai envie de dire je comprends la question. Chez nous, c'est pas un problème, mais du coup, il faudrait que je demande peut-être à des gens pour qui la pharmacie est moins... idéalement, ça ne devrait pas, quand on voit le prix d'une récidive. On sait qu'un premier traitement de Fidaxo est rentabilisé par les récidives qu'on évite. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite ? Non. Merci David. Merci. On va donc laisser